Bonjour à tous, c'est Ina Modja. Alors aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir une conversation avec Monsieur Ibrahim Thiaw, qui est le secrétaire exécutif de l'UNCCD, dont je suis ambassadrice. Et aujourd'hui, nous allons parler du Sahel, de la Journée mondiale de la désertification et de la sécheresse, et des opportunités qu'on peut créer dans le Sahel. Et on va parler de changement climatique, on va parler aussi des différentes missions de l'UNCCD. Donc, merci beaucoup d'avoir pris Ah, le temps de répondre à mon c'est un plaisir. invitation. Et j'avais envie de savoir l'état des lieux du Sahel aujourd'hui et de la désertification en général. Pourquoi est-ce qu'il y a cette journée et qu'est-ce qu'on peut en tirer, qu'est-ce qu'on peut en apprendre? Alors, le 17 juin, c'est la journée mondiale sur la désertification et la sécheresse. Ces deux phénomènes ont pris de l'ampleur au cours des dernières années, encore plus au Sahel, du fait de la fragilité des écosystèmes, mais également des dynamiques démographiques dans la région, ponctuées bien sûr des dynamiques aussi d'urbanisation et de consommation et de production. Donc, les circonstances sont telles que la fragilité des écosystèmes et la fragilité des économies dans le Sahel constituent des risques majeurs. Tout cela est amplifié, bien sûr, par les changements climatiques qui accélèrent encore les phénomènes naturels que l'on connaissait dans la région. Et donc, la journée mondiale sur la désertification et la sécheresse est destinée à faire prendre conscience des liens multiples qu'il y a entre ces phénomènes-là et notre vie quotidienne, notre santé, notre alimentation, notre économie, la stabilité de nos régions et de nos pays, Oui. la paix et la sécurité dans la région. Tout cela est interconnecté. Et bien sûr, les années de sécheresse sont connues comme étant des années difficiles aussi au niveau sahélien, puisque l'économie sahélienne est essentiellement basée sur la production agricole, la Oui. production rurale. Et donc, les années de sécheresse ont toujours été des années de décroissance économique, pour la bonne raison que s'il n'y a pas d'eau, s'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de production. La production est très faible. Oui. Et les populations sont davantage dépendantes des aides alimentaires plutôt que de la production nationale. Et on voit aujourd'hui avec cette génération de millennials et de cette génération Z qu'on a vu dans la rue un peu partout dans le monde et qui ont envie d'un monde différent. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le Sahel pour que les jeunes s'activent et fassent partie de la conversation? Alors, les jeunes, c'est la grande majorité de la population sahélienne. La moyenne d'âge des Sahéliens est aujourd'hui en dessous de 18 ans. Et donc, 2 tiers des Sahéliens ont moins de 35 ans. Ce qui veut dire que la jeunesse, ce n'est pas l'avenir au Sahel, c'est le futur, c'est le présent Oui. et c'est le futur. Et donc, de la qualité de la formation que l'on donne à nos jeunes, de la possibilité on leur donne également à créer, à diversifier, à fructifier, dépendra de l'économie de nos pays. Nous ne sommes pas des pays où les économies sont bien structurées comme c'est le cas dans les pays occidentaux. Nous vivons beaucoup plus de l'économie informelle. Notre économie est encore largement basée sur les revenus au quotidien qui sont générés par les populations. Et donc, on ne doit pas considérer les jeunes comme des jeunes, on doit les considérer comme des producteurs, puisque c'est la réalité. On doit les considérer comme étant des maillons très importants dans la chaîne de production nationale. Et donc, il est important qu'on libère leur énergie et qu'on leur donne les moyens de produire. Souvent, ils n'ont pas besoin de plus d'1 million de francs CFA, de 500 000 francs CFA pour véritablement créer et transformer. C'est transformer l'alimentation, c'est transformer le lait, c'est transformer la viande, c'est transformer les légumes, c'est les mangues que l'on perd du fait de la sécheresse et de la chaleur et autres. Tout ça, c'est des opportunités qui sont là. Alors, le Sahel est à la fois une région qui connaît des défis importants. Il n'est pas
honnête de vouloir les cacher, mais il serait aussi, disons, malhonnête de ne pas dire que le Sahel est une région d'opportunité. C'est à la fois une région à défi et une région à opportunité. Et une des opportunités qu'elle a, c'est véritablement de valoriser sa jeunesse, parce que c'est des populations qui sont vibrantes, qui ont envie de faire quelque chose, qui n'ont pas nécessairement envie de subir des migrations périlleuses et dangereuses comme on le croit, mais qui ont envie de produire chez eux, qui ont envie de fonder des familles, qui meurent d'envie de produire et qui voient à la télévision, à la radio, qui ont maintenant les médias sociaux et qui voient ce qui se passe ailleurs. Et donc, il faut leur donner ces opportunités de créer et de transformer cette place. Une des choses que j'ai pu vraiment constater quand j'ai eu le privilège de voyager dans le Sahel, je viens du Sahel, et j'ai eu le privilège de voyager dans le Sahel dans le cadre du projet The Great Green Wall, qui est un projet en partie dans lequel l'UNCCD est très, très impliqué. Et j'ai rencontré des jeunes qui avaient effectivement juste une envie, c'est qu'on leur donne l'occasion de pouvoir faire chez eux. Au lieu de partir dans des voyages de l'espoir vers l'Europe, ils avaient envie de pouvoir créer chez eux, de construire chez eux, d'investir dans leur communauté. Et The Great Green Wall, justement, leur donnait cette opportunité-là. Pour moi, ça m'a donné beaucoup d'espoir quand j'ai fait ce voyage parce que la résilience des gens, leur combativité, leur force et en même temps, le fait que ce projet leur donne un accès à une opportunité, c'est quelque chose qui m'a ouvert les yeux sur l'avenir du Sahel et ce qu'on pouvait faire. Et qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui aux gens qui ne connaissent pas The Great Green Wall, l'impact que ça a en ce moment et ce qu'on attend d'ici 2030? Alors, le nom de la Grande Muraille Verte est un nom qu'il faut accepter, mais le concept initial a beaucoup évolué au fil du temps. Le concept initial, c'était de créer une muraille verte de plantation qui peut constituer une barrière contre l'avancée du désert. Aujourd'hui, on a une conception beaucoup plus intégrée, où on parle de développement intégré, on parle de l'agriculture, de l'élevage, de l'éducation, de l'énergie éolienne et solaire. On parle de transformer l'économie rurale des Sahéliens. On parle comment on appelle, empowerment, le renforcement des capacités des femmes. On parle des jeunes. On parle d'investir sur le capital humain sahélien de manière à ce que la transformation se fasse par les Sahéliens eux-mêmes. Donc, c'est 11 pays qui vont de la côte atlantique, Mauritanie, Sénégal, jusqu'à Djibouti, arrivant jusqu'aux côtes de l'Érythrée. Donc, nous sommes dans une phase justement de développement d'un programme assez conséquent avec plusieurs partenaires multilatéraux et bilatéraux, de manière à ce que ce programme voit le jour dans sa phase à une échelle beaucoup plus large. Les 10 premières années ont été des années extrêmement utiles sur le plan de la mise au point, sur le plan de la recherche, sur le plan de la conceptualisation des échecs, des réussites, des demi-réussites. Maintenant, on a suffisamment de données pour aller de l'avant et la technologie a beaucoup évolué aussi au cours des dernières années, notamment la technologie d'énergie solaire et d'énergie éolienne. Figurez-vous que si on a de l'énergie dans les zones dans la région de Ségou, on ne va plus pouvoir perdre les mangues. Figurez-vous si on va au Niger et que on va dans les régions comme Tawa ou Tillabéri et qu'on a de l'énergie, on peut conserver la nourriture. On peut la transformer aussi sur place. Plutôt que de vouloir la transporter vers les ports et ensuite vers les ports jusqu'à Abidjan, jusqu'à Lomé, jusqu'à Cotonou, pour pouvoir avoir accès aux premières destinations internationales. Donc, on peut transformer sur place et ce faisant, on crée de la valeur ajoutée, on crée des emplois, on emploie ces jeunes, on crée justement les conditions pour que les gens restent sur place. Donc, le concept de la Grande Muraille Verte a beaucoup évolué et nous sommes justement dans une phase d'élaboration d'un programme assez vaste avec des partenaires tels que la Banque mondiale de la France, l'AFD, et c'est assez conséquent. Et nous espérons que nous pourrons mobiliser non seulement des financements publics,
mais que nous pourrons mobiliser également le secteur privé de manière à ce qu'il y ait des investissements, parce qu'il y a des opportunités d'investissement. Oui. Donc, il ne s'agit pas seulement d'un programme à fond perdu, c'est un programme où on dit qu'il y a du business à faire. Il y a une part de marché dans la région sahélienne et que investir sur l'énergie, par exemple solaire au Sahel, il n'y a rien de plus intelligent parce qu'on vend cette énergie aussi bien aux locaux qu'à l'international. Au lieu de transporter du pétrole sur des grands paquebots à travers le monde, on peut maintenant transporter l'énergie solaire à travers les câbles ou même transformer cette énergie en hydrogène, qui est l'énergie du futur, de manière à liquéfier, plutôt que de transporter par batterie, on le transporte maintenant par liquide. Et une fois qu'on a liquéfié cette énergie, elle devient comme le pétrole, elle devient maniable et transportable. Et donc, c'est ça l'avenir. Il est important que le Sahélien se projette vers l'avenir et qu'on ne reste pas figé dans le temps d'il y a 3000 ans, lorsqu'on était encore au bord du Nil, au Soudan et en Égypte, et que cette transformation, elle est possible maintenant parce qu'on a la technologie et les connaissances qu'il faut. Et ce que je me disais en voyageant, c'est que avec la détérioration des terres et la désertification, l'avancée du désert, il y a beaucoup de problèmes périphériques qui se sont greffés à ça. Parce que souvent, on a tendance, pour les gens qui ne connaissent pas forcément le sujet, à dissocier tout ça. Et quand j'étais dans les différents pays le long de Great Green Wall, je me suis rendu compte que la migration forcée, l'accès à l'éducation, c'était des choses qui étaient liées aussi au changement du climat et au fait que certaines régions ne soient plus vraiment, on peut plus y vivre comme on y vivait avant parce que les gens ont pu me dire qu'il y a 20 ans, ce qu'ils récoltaient, aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à récolter un dixième de ça. Et donc, le fait d'aider à faire en sorte que ces terres-là soient à nouveau cultivables, ça réglait beaucoup de problèmes liés à ça. Et quand on voit aujourd'hui la migration en Europe, moi, j'aime beaucoup éduquer les gens sur le fait que ce sont des réfugiés climatiques, que beaucoup de gens qu'on voit arriver en Europe ne partent pas parce qu'ils ont envie de voir la Tour Eiffel ou parce qu'ils ont envie d'avoir l'accès à un peu plus de luxe. C'est une question de survie aussi. Et donc, investir dans ces communautés-là, c'est aussi permettre aux gens d'avoir une vie décente chez eux. Tout à fait. On est un peu dans la même barque ensemble. Ce qui se passe en Occident a une répercussion sur le Sahel. Et sur Bien le sûr, c'est aussi complexe que les questions de sécurité, de développement, tout est lié. Alors, il y a des gradients de migration qui sont assez connus. Si vous prenez le Mali, par exemple, les grandes migrations vers d'abord les pays voisins, la Côte d'Ivoire et autres, les premières vagues de migration sont parties de Guinée-Maka. C'est pour ça que les Marcas sont de grands migrateurs. Et par la suite, on a eu un gradient qui est descendu vers le sud au fur et à mesure qu'il y avait un assèchement de l'agriculture et également un accroissement démographique. Et donc, les terres n'étaient plus disponibles et quand elles n'étaient plus productives. Et donc, les gens ne pouvaient pas rester sur place. Les animaux ne pouvaient pas rester sur place. C'est pour ça qu'on a la transhumance. Parce que s'il n'y a pas de transhumance, les animaux meurent. D'une manière, parce que la nature ne peut pas supporter ces animaux sur 12 mois. De la même manière, il y avait des migrations saisonnières pour aller en ville et maintenant des migrations de plus en plus loin. Une grande majorité de la migration, elle est toujours régionale, jusqu'à 80%, mais on a 20% de migrants qui vont à l'extérieur et 20% d'une population croissante. Donc, c'est quand même des chiffres importants qui vont disons, arriver à destination, soit à l'Europe, soit aux États-Unis, soit au Moyen-Orient, ils déchantent souvent parce qu'ils ne sont pas dans les conditions idéales pour produire, ou s'ils produisent, ils font des sales boulots que personne d'autre ne veut faire. Ils vivent dans des conditions, maintenant avec la situation de la Covid, on a bien vu combien de jeunes
issus de l'immigré sont affectés par la maladie parce qu'ils sont exposés. Oui. C'est pas seulement aux États-Unis qu'il y a les inégalités, c'est aussi dans les pays européens et autres. Et donc, si on n'arrive plus à produire sur la terre de nos ancêtres, si on n'arrive plus à nourrir sa famille ou même à espérer fonder un foyer, qu'est-ce qu'il vous reste à faire sinon que de migrer? Et donc, la restauration des terres est la meilleure solution que l'on peut offrir pour que ces gens-là restent sur place et transformer des terres improductives vers des terres productives. Donc, c'est l'agriculture, c'est l'élevage, c'est la pêche, c'est les activités touristiques, c'est le safari, on peut faire beaucoup de choses, même des pays aussi secs comme le Niger. Ils ont investi pendant plusieurs années pour restaurer des écosystèmes qui ont servi d'espace de transhumance pour les girafes. Aujourd'hui, c'est devenu des zones touristiques. Ah oui. Ça rapporte de l'argent. Et donc, la restauration des terres, ce n'est pas forcément uniquement pour planter des arbres, c'est aussi pour restaurer des milieux de production, c'est aussi pour créer des opportunités d'emploi, des opportunités de business dans les zones. Donc, il y a des options, des opportunités énormes, je ne vais pas dire des options, mais il y a des opportunités énormes au Sahel et il faut les valoriser. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes qui nous regardent un peu de partout, que ce soit en Afrique ou en Europe? Comment est-ce qu'ils peuvent, de chez eux, contribuer? Comment est-ce qu'ils peuvent apporter leur soutien et s'engager avec nous? Alors, dans les pays sahéliens, ce que nous recommandons, c'est que les États mettent en place des systèmes qui libèrent l'énergie des jeunes. Souvent, les jeunes, on a même des ministères chargés de la jeunesse, mais généralement, c'est jeunesse et sport. Ouais, oui. On dit aux gens de se défouler, les jeunes, parce que vous n'avez rien à faire. Non, ils font partie du système de production dans nos pays. Ils font partie des opportunités. Il faut investir en eux. Il faut créer des systèmes bancaires ou des systèmes, disons, de prêts qui leur sont favorables. C'est souvent des petits montants, encore une fois, pour qu'ils créent. Ils sont assez créatifs, nos jeunes. Ils sont assez innovatifs. Ils sont pleins d'énergie. Ils n'ont pas toujours le même niveau d'éducation que leurs pères dans les pays développés, mais ils ont l'ingéniosité et la curiosité et la volonté de faire, et ils peuvent créer. Donc, il faut faire confiance à cette jeunesse. Et il faut investir en elle, quel que soit le montant. Ce n'est pas forcément des grands montants. Donc, c'est à la fois les bailleurs de fonds, c'est à la fois les systèmes bancaires, également les politiques nationales qui doivent favoriser ce genre. Alors, quel est le monde que l'on veut avoir après la situation du Covid? Donc, quel est le développement que l'on veut mettre en place après qu'on ait réglé les problèmes sanitaires qui nous ont, disons, créé des difficultés? Quel monde voulons-nous avoir? Allons-nous faire un recul, un pas en arrière pour dire, réfléchissons ensemble sur, repensons notre développement. Peut-être qu'on a fait des choses qui ont été utiles, mais peut-être qu'on a commis aussi des erreurs. Et quelles leçons on peut tirer de cette situation de post-Covid? Et quel est surtout l'avenir que l'on veut donner à nos États? On a souvent répété les mêmes lignes budgétaires qu'on a héritées de la colonisation. 60 ans après les indépendances, on a exactement les mêmes politiques agricoles qui étaient là avant la colonisation, pendant la colonisation. On a toujours les mêmes plantations de bananes, on a toujours les mêmes plantations de café. On n'a pas repensé notre développement et on produit toujours du cacao, mais on n'a jamais vu le chocolat, sauf importé. Donc, il y a quand même des choses qu'il faut revoir de manière à ce que l'on crée de la richesse chez nous, qu'on crée des valeurs ajoutées. C'est en Occident que j'ai vu les meilleures poudres de baobab vendues en supermarché. C'est pas au Mali, c'est pas au Sénégal. Donc, il y a quand même des choses qu'il faut revoir. Il y a des richesses que l'on doit valoriser et qui sont de véritables opportunités pour notre développement. D'autant plus que nous n'avons pas les systèmes médicaux appropriés. Or, on a la santé naturelle, on a les plantes qui nourrissent. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour valoriser aussi cette pharmacopée traditionnelle
la rendre un peu plus sophistiquée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour valoriser les produits locaux? Moringa, baobab, les pains de singe, on les appelle les baobabs. Vous voyez, c'est tellement avili, Oui. alors qu'on a trouvé maintenant que c'est un superfood. Oui, exactement. C'est ce que Voilà. dire. Et c'est pareil pour la plupart des espèces végétales que nous avons chez nous, elles sont valorisables. Donc, on peut créer de la valeur ajoutée avec le peu qu'on a. Et devenir un vrai partenaire commercial pour le reste du monde, parce que dans l'industrie cosmétique, par exemple, le beurre de karité est très utilisé et nous, on en a énormément de beurre de karité. On peut devenir un vrai partenaire, comme la gomme arabique dont on a besoin pour pouvoir faire le soda. Et il y a différentes choses. Les superfoods sont aujourd'hui très à la mode. On les retrouve dans les magasins bio. Les gens en parlent et de plus en plus de personnes l'intègrent dans leur alimentation en Europe. Et c'est quelque chose qu'on produit assez facilement. Et effectivement, moi, j'adore la poudre de baobab. Et je n'en trouve ici, j'en trouve facilement. Mais en Afrique, je n'en trouve que dans les aéroports, par exemple. Au Sénégal, j'en trouve dans les aéroports, dans des petits packaging qui un petit peu imitent ce qui se fait ici, alors qu'on peut le faire vraiment complètement du début à la fin, le produire et le consommer sur place. Et vous trouverez des braves dames qui sont allées les récolter, qui sont en mesure de... Mais il leur manque le petit coup de pouce qu'il faut pour transformer cette production et cette transformation à quelque chose de plus moderne, qui valorise davantage. Oui, on peut trouver la poudre de baobab dans les marchés secondaires de Dakar ou autres, mais c'est tellement mal emballé, c'est tellement mal valorisé, c'est tellement peu hygiénique qu'on n'a pas forcément envie d'amener ça en Europe parce que voilà, on n'a pas envie non plus de consommer ça localement. Donc, il y a des façons de valoriser ces produits-là. Vous avez parlé du beurre de karité. J'aurais pu vous parler des mangues. Qu'est-ce qu'on ne gaspille pas en Afrique? On peut faire du chutney, on peut faire même la cosmétique avec les mangues. Je ne parle pas des fruits, des jus de fruits et autres. Donc, il y a des possibilités de valoriser tout ça pour être dans le marché international et nous projeter parce qu'on ne va pas produire au Sahel des choses qui sont produites dans les zones tropicales. L'écologie du Sahel, elle est spécifique. Et il faut valoriser, il faut travailler avec la nature et non contre nature. Oui. Travailler avec la nature, ça veut dire valoriser tous les produits et les sous-produits qui sont présents au Sahel. On n'a pas parlé de l'élevage sahélien. Aujourd'hui, les éleveurs sont devenus quasiment unwanted. Et on les chasse, parce qu'il y a un problème parce qu'on n'a pas valorisé cet élevage. La viande sahélienne, elle est bio, elle est halal. Ah oui. Et donc, vous combinez ces deux labels, vous créez des abattoirs et vous conservez ces produits, vous les emballez et vous les vendez. Vous allez vendre ça en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et dans tous les pays européens parce que c'est une viande saine qui est reconnue comme telle. Les sous-produits de l'élevage, les peaux, on les jette quasiment. Alors, il y a des industriels qui sont malins, qui viennent les ramasser, les valoriser, c'est transporté en Europe et ça revient chez nous sous forme de sacs ou de ceintures que l'on achète ou de chaussures. Alors, il y a des possibilités. Les Éthiopiens, ils ont trouvé la solution. Vous avez vu combien la tannerie est développée en Éthiopie. Ben, si c'est possible en Éthiopie, c'est possible au Mali, c'est possible aussi au Niger et ailleurs. Donc, il faut repenser son développement, tout simplement pour dire que les modèles de développement qu'on a adoptés jusqu'à présent ne sont pas forcément des modèles qu'on a pensés nous-mêmes, mais c'est des modèles qu'on a pensés pour nous et qu'on a appliqués, qu'on a plaqués dans notre système. Maintenant, on a suffisamment de connaissances d'étudiants, de scientifiques et de données pour transformer tout ça et créer les conditions. Jusqu'à présent, l'énergie a été un facteur limitant dans le pays. Le coût de l'énergie et l'accessibilité, les coûts ont baissé et l'accessibilité, elle est maintenant rendue facile par le fait qu'on peut avoir des solutions hors réseau dans toutes les régions du Sahel. C'est des régions assez vastes. On n'avait pas pu avoir un réseau qui va de Niamey jusqu'à Tawa. Maintenant, on peut avoir le réseau de Tawa sans dépendre de Niamey. On peut avoir un réseau à Agadez, on peut avoir son réseau à
Voilà, c'est à Tombouctou. Donc, on n'a plus besoin de tirer des câbles depuis les capitales ou les Oui, sources d'énergie on a, donc les coûts ont beaucoup baissé, l'accessibilité a beaucoup baissé, et donc on peut transformer localement. oui. Ces conditions-là ayant changé, quel avantage nous pouvons tirer par rapport à ces atouts que nous avons? Il n'y a pas une région au monde qui est plus ensoleillée que le Sahel. Le taux Exactement. d'ensoleillement et la qualité de l'ensoleillement au Sahel, elle est inégalée. Mhm. Et donc, on peut produire suffisamment d'énergie pour nous-mêmes, d'abord, et ensuite, même pour les besoins des autres, et Oui, et vendre. en plus, c'est de la clean energy, comme on dit. Exactement. Et, Exactement. et merci beaucoup d'avoir pris le temps d'avoir cette conversation avec moi. C'est quelque chose que j'ai l'intention de continuer avec différentes personnes parce que j'ai envie que les gens qui suivent mon travail ou les gens qui se questionnent sur comment ce qu'ils peuvent faire pour apporter leur contribution, qu'ils aient le maximum d'informations et venant de vous, Et c'est merci à vraiment. vous, hein, merci à vous pour ce que vous faites. Vous avez parlé bien sûr de votre rôle au niveau de la Grande Muraille Verte, ce magnifique film qui passe dans les festivals internationaux. Merci aussi pour ce que vous faites pour le Sahel, puisque vous êtes une voix qui porte et nous sommes très heureux de vous avoir comme partenaire et comme ambassadrice de bonne volonté pour les efforts que nous menons au niveau international, et en Pour particulier au moi, c'est Sahel. vraiment un honneur d'être ambassadrice de l'UNCCD et de pouvoir apporter ma contribution au Sahel parce que je suis une fière sahélienne et je sais que c'est une région qui a tellement à offrir, euh, que ce soit au niveau de la culture, que ce soit au niveau, sur tous les niveaux, on a quelque chose à offrir. Donc, j'ai envie de voir ma génération, celle qui arrive, celle d'après, vraiment s'emparer de ça et faire en sorte que on, on soit une région qui thrive, comme on dit. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ibrahim. Merci bien. À très Merci. Au revoir. bientôt. Au revoir. Merci. Green Hope Youth are engaging local communities all around the world: Suriname, the Middle East, the Bahamas, Bali, India, and Bangladesh to protect the land and its rich biodiversity through the preservation of mangrove ecosystems and by planting trees, thereby making them land heroes. Climate change is a human rights issue, and just like we protect human rights, and so should we protect climate change because of its impact it's having on people. We should not only protect our rights, but the rights of future generations. Today, the shade you're enjoying is because someone planted a tree long time ago. Be counted, grow your tree today. Take action today. Panda miti, boresha Kenya. I'm working on a project that involves installation of stoves in schools and solar energy in schools. And these stoves, first of all, they ensure clean cooking for the students. So that means they have access to clean food, and the teachers also have access to clean food, hence boosting their energy while they're at school. And then the other thing, this stove greatly reduces on the amount of firewood that is used by the school in a term. Brindamos al mercado un kit para la instalación de huertos, enseñando a niños y adultos a cultivar sus propios alimentos de manera sustentable, generando seguridad alimentaria. Por medio del manual de Ecología en Familia, nos encargamos de que conozcan los diferentes cuidados de los cultivos, pero que sobre todo observen el proceso de cómo una simple semilla puede transformarse en una planta y de una planta generar un alimento que llega a nuestro plato. Merci infiniment, Ibrahim Thiaw, d'avoir pris le temps d'être avec nous. C'était un vrai privilège d'avoir cette conversation. Et à très bientôt.